Et voilà. Et bah, Christine, je te laisse introduire le webinaire. Merci Emma. Donc oui, bonjour à tous. Donc Christine, je vais animer ce webinaire donc sur la charge émotionnelle donc qui vous est proposé avec donc la MGEN et puis donc moi et Emma sur la partie quali social. Donc moi je vais vous présenter le webinaire, le contenu en lui-même et puis Emma sera aussi à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques tout au long du webinaire. Vous pouvez écrire dans la zone de chat. Et dans la mesure du possible, j'y répondrai, tout en sachant que vous aurez accès au support en fin de présentation qui vous sera envoyé à chacun d'entre vous. Donc, je vais me présenter donc, le webinaire organisé donc, par la MGEN. Donc, moi, j'interviens aujourd'hui un petit peu au pied levé, puisque c'était une autre personne dont vous aviez pu avoir le nom qui vous a été communiqué, mais qui n'a pas pu aujourd'hui animer cette session. Et donc, je vais l'animer. Donc, moi, j'interviens pour Cali Social en tant que psychologue social du travail et des organisations, donc sur tout ce qui va avoir attrait à la santé dans les relations sociales. Je suis également coach certifié auprès d'HEC Paris. Et puis donc, j'anime des formations, études, conseils, accompagnement, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc aujourd'hui, en particulier, je suis sur une animation de formation, c'est-à-dire donner des savoirs pour vous aider à améliorer dans vos relations sociales vos savoir-faire et votre savoir-être par rapport à des situations difficiles. Donc j'interviens aussi en particulier pour animer des formations gestion de conflits et conduite de changement. Donc je vous propose de tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. Excusez-moi, je vais juste faire toute petite introduction. Bonjour, je suis Lévie Narlet, la directrice de la prévention MGEN. Donc effectivement, j'arrive aussi un peu au pied levé avec un lien que je viens de récupérer. Donc juste pour faire une toute petite introduction, pour remercier et les participants et les intervenants de Cadi Social d'être avec nous aujourd'hui. Vous dire qu'on est vraiment très heureux à la prévention MGEN de vous proposer ce type de webinaire. On pense que c'est vraiment extrêmement important, que le sujet évidemment de la charge émotionnelle est important puisqu'il va faire écho avec les compétences psychosociales et notamment la capacité à comprendre et à faire avec ses émotions pour dépasser parfois les difficultés qu'on peut avoir avec certaines émotions, voire mobiliser des émotions plus positives. Voilà, donc vraiment, on est très heureux. On a plus de 1000 inscrits aujourd'hui à ce webinaire. Donc on voit que c'est utile pour vous. Donc, on pense que c'est aussi un bon signe. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir en faire sans doute plus ou ouvrir des webinaires avec plus de personnes qui pourront se joindre à nous. Voilà, donc quelques mots rapides, juste pour vous dire, la prévention MGEN en 2022, c'est plus de 740 000 personnes qui ont été sensibilisées grâce à nos partenaires, grâce à nos responsables régionaux de prévention, grâce aux équipes de la direction de la prévention, grâce à cette mobilisation très forte qu'on a chez MGEN et dont on est très fiers. Et très fiers également, comme je le disais, de porter ces sujets d'intelligence émotionnelle et de vous apporter des clés sur la manière dont on peut faire face et aux difficultés et dont on peut aussi profiter des bonnes émotions. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement et sans plus tarder, je repasse la parole à notre intervenante de Cadi Social et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup également. J'ai donc jusqu'à 12h45 pour effectivement vous apporter des outils et des connaissances par rapport à la gestion de la charge émotionnelle que chacun d'entre nous peut avoir à gérer dans sa journée, dans ses semaines et dans ses mois. Donc, je vais aborder en 3 points principalement. Donc, le premier point, c'est comment accueillir ses émotions, de quoi on parle quand on parle d'émotions, et comment répondre à ces émotions. Ensuite, dans un deuxième point, il y aura l'expression de ces émotions. Donc, il y a ce qui se passe en moi, mais comment est-ce que je peux le partager avec un autre ou d'autres personnes, y compris avec moi-même d'ailleurs, pour en prendre conscience. Savoir accueillir les émotions des autres, puisqu'il y a les miennes, mais il y a aussi la charge émotionnelle que parfois je peux sentir chez d'autres personnes de mon entourage. Et puis, donc, quelques méthodes et outils éprouvés pour que vous puissiez commencer à pratiquer dès la fin de ce webinaire et améliorer peut-être votre gestion de la charge émotionnelle.
Alors, première partie, donc accueillir ses émotions et répondre à ses propres besoins, puisque nos émotions sont là pour nous faire prendre conscience de besoins qui peuvent ne pas être suffisamment appréhendés ou pris en charge, et donc qui invitent à ce que nous nous posions la question de qu'est-ce que je fais avec ces émotions. Donc tout d'abord, les émotions, donc il y a des émotions primaires et des émotions secondaires. Là, je vais aborder la question des émotions primaires, c'est-à-dire qu'elles sont universelles. Donc en particulier, il y en a 7 qui sont reconnues. Après, selon la littérature, parfois vous pouvez en avoir minimum c'est 5 et ça peut aller un petit peu au-delà. Mais en tout cas, sur les émotions primaires principales, donc il y a la peur, la tristesse, la joie, la colère et le dégoût. Et après, effectivement, dans le slide a été rajouté le mépris, c'est quelque chose qui nous interpelle, et puis la surprise. Donc la surprise, c'est un versant positif ou négatif selon l'interprétation de la situation par rapport à notre ressenti. Donc là, il s'agit vraiment de réactions physiologiques. Donc c'est quelque chose qui fait que là, on vous a montré des visages sur lesquels vous pouvez voir des expressions faciales qui sont donc universelles, c'est-à-dire sur l'ensemble de la planète, vous avez ce type d'émotions sur donc les visages humains. Donc la première étape pour accueillir son émotion, c'est de tenter de l'identifier et si possible de la nommer. C'est-à-dire de rattacher à quelque chose que je sens dans mon corps, éventuellement attacher un mot. Mais le premier niveau, c'est vraiment accueillir la réaction physiologique. Donc, je peux avoir le cœur qui s'accélère, je peux avoir une boule dans la gorge, je peux avoir différents symptômes ou en tout cas sensations qui font que je sens qu'un événement est en train de me toucher émotionnellement. Là, sur la slide, vous avez les visages donc, des personnes avec des expressions. Parfois, à un jeune âge, j'ai appris ou les autres ont appris à masquer l'expression de leurs émotions. Donc, parfois, ça peut être plus simple pour moi que de le reconnaître chez d'autres. En tout cas, l'objectif premier, c'est d'essayer d'accueillir l'émotion dans le calme, c'est-à-dire avoir un espace en soi dans lequel je peux sentir qu'il se passe quelque chose au niveau émotionnel sans pour autant faire autre chose que accueillir la sensation et essayer de voir comment cette sensation va évoluer voilà, en prenant le temps de l'accueillir. Ensuite, quand j'ai accueilli cette émotion le plus dans le calme possible, donc si besoin, je vais trouver un endroit adapté pour pouvoir le faire, c'est essayer l'étape d'après de comprendre le besoin qui est derrière l'émotion. Puisque selon les émotions, ça veut dire que différents besoins vont être à identifier pour essayer de comprendre ce qui fait que mon corps réagit de cette façon-là. Et puis donc en 4e point, il y aura donc pratiquer l'intelligence émotionnelle pour répondre à mon besoin, c'est-à-dire essayer de le prendre en charge et essayer de trouver une solution qui puisse m'apaiser ou au contraire me faire revenir à ce que l'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de mon corps où voilà, mes besoins sont satisfaits et je n'ai pas d'attente particulière envers mon entourage. Alors, pour que vous puissiez un petit peu mieux évaluer les émotions, donc émotion en français, donc on dit émotion, mais en anglais, c'est vrai qu'il y a le mot emotion, et donc il y a le mouvement, motion. Donc l'émotion, c'est quelque chose qui effectivement a pour intérêt de nous mettre en mouvement pour essayer de nous faire bouger pour que le besoin sur lequel nous sommes alertés puisse être pris en charge. Donc là, il y a les 4 émotions primaires, vraiment la base de tout ce qu'on peut ressentir chez nous-mêmes et chez les autres et qui est assez facile à repérer. Donc en particulier, il y a la colère. Donc la colère, le mouvement, c'est de vouloir repousser, c'est quelque chose qui fait obstacle à mon bien-être en général. Et donc la fonction, c'est de pouvoir poser des limites parce que là, je me suis sentie envahie ou quelque chose a débordé ma limite. Et donc, la colère a pour objectif principal de vouloir que mon espace vital soit restauré. Et donc, éventuellement, les injustices, par exemple, vont pouvoir activer la colère chez moi. L'injustice, c'est au regard, là aussi, de mes valeurs et de mes critères qui peuvent être individuels. Donc, je le précise, que nous n'avons pas forcément tous les mêmes définitions derrière. Donc, l'important, ça va être après de préciser.
Une autre émotion primaire qui nous concerne tous, c'est la tristesse. Donc là, c'est plutôt un mouvement souvent de repli ou d'abattement. Et donc la fonction, c'est d'arrêter de lutter. Souvent, c'est plutôt associé au lâcher prise et puis essayer d'attirer la compassion des autres humains de notre entourage. Et donc, effectivement, ça a une fonction sociale importante, puisqu'en fait, ça va permettre l'intégration dans le groupe social. C'est-à-dire qu'en général, quelqu'un qui est triste, les personnes qui en sont témoins ont envie d'aller comprendre cette tristesse et soutenir la personne pour qu'elle puisse ressortir de cet état de tristesse. La joie, donc là, c'est l'indicateur que nous sommes dans la bonne direction, donc ça donne envie d'avancer. Donc le mouvement, c'est d'avancer, continuer. En général, notre réflexe, vous l'avez probablement remarqué pour vous-même ou autour de vous, nous avons très vite envie de partager ce qui nous met en joie, quelque chose qui nous est arrivé, une annonce ou une anticipation d'ailleurs de joie. Donc là aussi, l'objectif, c'est de créer du lien social. Donc c'est partager, communier, célébrer nos réussites, celles des autres. Et puis, c'est aussi ce qui nous motive, donc ce qui nous met en joie. En général, c'est quelque chose qui nous fait aller vers les autres et donc créer du lien psychosocial en particulier, donc ce qui est aidant aussi dans les moments de tristesse. Donc la joie et la tristesse, c'est vraiment deux émotions qui nous relient tous les uns aux autres sur l'ensemble de la planète. La peur, elle, en général, c'est plutôt le mouvement de reculer, c'est-à-dire prendre un temps pour essayer de se repositionner, puisque la peur nous alerte d'un danger réel ou imaginaire. Et donc, la fonction, ça va être de nous sécuriser. Donc, il y a différents moyens de se sécuriser, mais l'objectif, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui me met en insécurité. Et donc, la peur, elle est à entendre à ce niveau-là. Quelque chose qui vient de se passer ou que j'ai interprété fait que mon corps réagit par la peur. Donc, ce qui a été noté sur cette slide, donc vous avez vu, il y a plusieurs types il y a réagir, agir et intégrer. Donc ça, c'est trois phases qui vont parfois se succéder. Réagir, c'est-à-dire qu'un même événement va pousser mon corps à répondre très vite. Donc, je vous donne une image qui est autre, mais qui fait que si vous approchez la main du feu ou quelque chose, une flamme vient toucher votre main, votre corps réagit. Donc, biologiquement, vous n'avez pas besoin de penser au problème. Ce que vous allez avoir tendance à faire, là, c'est fuir. Donc, le bras va très vite se retirer. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la réaction. Donc, c'est quelque chose qui peut être un peu involontaire. C'est-à-dire que j'ai tendance à réagir de cette façon-là par rapport à ce stimulus. Donc, dans les stimulus, il y a le dommage, le danger réel ou imaginé. J'ai parlé tout à l'heure, ce qui fait que même sur mon canapé tranquille chez moi, ça peut m'arriver, ou en tout cas, mon corps peut avoir une réaction incontrôlable. J'ai également la perte, donc perte d'objets ou perte de relations ou perte de personnes. Et puis, j'ai rencontre et plaisir. Donc, à chacune de ces stimulus, nous avons intégré donc, les émotions que ça peut provoquer. Donc, un dommage, quelque chose qui m'est pris ou que ce soit une attente déçue, ça peut donc provoquer de la colère chez moi. Un danger va provoquer plutôt donc de la peur. Et puis une perte, c'est toujours en général associé à la tristesse. C'est plus ou moins exprimé ou plus ou moins identifiable selon comment j'ai pris l'habitude ou comment j'ai été dans mon enfance accueillie lorsque j'avais de la tristesse. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui répond en général à la perte. Rencontrer plaisir, donc là, c'est la joie qui est associée. Donc, dans les réactions, dans la colonne réagir, vous avez vraiment ce que naturellement nous avons tendance à faire en dehors de toute considération sociale. Donc, la colère nous pousse en général à vouloir nous défendre et donc à repousser l'autre ou les objets autour de nous. Le danger va avoir tendance à faire qu'on s'enfuit de la situation, ou bien il peut y avoir ce que vous avez probablement beaucoup entendu parler, c'est des effets de sidération ou des effets de figement. C'est-à-dire que le corps va avoir tendance à faire le mort et donc à se paralyser et donc à m'empêcher de répondre de façon très adaptée à la situation dans un premier temps. La perte, la tristesse, ça peut me conduire à m'isoler ou à me replier sur moi, donc avoir plutôt un mouvement de retrait des relations sociales. C'est pour ça que là, c'est plutôt le groupe qui va l'observer et avoir tendance à aller rechercher la personne. Parfois, effectivement, vous l'avez peut-être vu pour vous-même ou pour des proches dans les atteintes de santé, il y a plutôt l'isolement et le renfermement.
À l'inverse, la joie va nous pousser à réagir rapidement en allant vers. Alors parfois, notre joie est plus ou moins bien accueillie selon les situations. Et donc, c'est ce qui va nous permettre, avec le temps et l'expérience, de réévaluer comment partager sa joie et avec qui la partager. Donc, c'est ce que l'on fait quand on agit. Donc, il y a réagir et il y a agir. Agir, ça veut dire que là, déjà, au niveau de mon cerveau, il y a une conscience qui fait que je peux avoir un certain type de réaction très rapidement, mais que je peux socialement évoluer et donc avoir une conduite qui va plus répondre à la norme du groupe dans lequel j'appartiens, ou les différents groupes d'ailleurs dans lesquels j'appartiens, familial, amical ou professionnel. Donc sur le dommage, en général, dans l'action, je vais avoir envie de demander réparation. Par rapport à un danger, je vais avoir une demande de protection ou de réassurance, où je vais aller rechercher des éléments pour me sécuriser. Dans la perte, je vais demander à être consolée. Donc là, je vais prendre conscience de ma réaction de repli sur moi, et dans un deuxième temps, je vais faire un effort pour aller chercher de la consolation, du soutien, que ce soit auprès de personnel de santé ou auprès d'amis ou auprès de membres de ma famille. Mais là, je vais devoir agir pour répondre à ma tendance ou à ma réaction naturelle de repli. Et puis également sur l'action, je vais demander à partager ou à célébrer ou organiser moi-même des événements dans lesquels je peux partager ma joie. Et donc, intégrer, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire qu'il y a la réaction, il y a l'action, et après, il y a ce que j'intègre par rapport aux actions et aux réponses que j'ai pu avoir par rapport à mes actions. J'intègre, et donc là, c'est la sagesse qui fait que petit à petit, je peux continuer tout au long de ma vie à ajuster mes réactions et mes actions en fonction des réponses que j'y apporte. Donc, dans la colère, ça va aussi m'aider à prendre conscience d'un autre et donc des limites des autres, puisque dans la façon dont je vais communiquer dans mes demandes et dans les retours que je vais pouvoir avoir à mes demandes, je vais avoir des nouvelles informations qui vont m'aider à comprendre les limites des autres, qui peuvent être différentes des miennes. Je vais également apprendre à accepter mes propres limites, parce que moi, m'insécurise particulièrement compte tenu de mon vécu unique et de mes expériences uniques. Et puis également sur la perte, là c'est de façon sur l'humanité tout entière, c'est accepter les limites de notre condition humaine. Il y a des choses qui nous touchent toujours, c'est la perte. Et puis accepter également les limites du temps. Là c'est plutôt sur la joie, c'est-à-dire que la joie dure un certain temps, mais après il y a d'autres stimuli qui vont à nouveau créer de la joie et du mouvement, donc chez chacun d'entre nous. Christine, on a un commentaire dans le chat qui nous indique que la colère peut aussi se retrouver en cas de perte et donne par exemple l'exemple du décès. Oui, oui, parce que parfois, effectivement, je confirme que la colère peut être en réaction première à une perte, puisque parfois je vais pouvoir me reprocher ou être en colère contre moi. Alors, soit parce que je peux avoir aussi un regard, comme je l'ai dit, d'injustice, c'est-à-dire pourquoi cette personne-là, pourquoi à ce moment-là, pourquoi. Et donc, effectivement, dans les premières réactions par rapport à la perte, il y a plusieurs phases émotionnelles. Là, effectivement, la tristesse, c'est la dernière phase émotionnelle de gestion de la charge émotionnelle par rapport à une perte. Donc, il peut y avoir la colère. Après, il peut y avoir effectivement la peur, peur pour d'autres, puisque tout d'un coup, je me rends compte qu'effectivement, la vie est fragile. Et puis, je peux avoir des mouvements comme ça qui passent d'une émotion à une autre. Donc, effectivement, je confirme que là, ça a été un petit peu schématisé. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, un même événement peut, pour une personne, provoquer de la colère et pour une autre, tout de suite passer dans la tristesse ou la peur. Enfin, nous réagissons différemment pour un même événement en fonction de ce que nous croyons, de nos représentations aussi du monde, de la vie et les valeurs auxquelles on peut être plus sensibles les uns que les autres. Voilà, donc je vais poursuivre donc sur l'importance de justement faire ce travail d'identifier et de nommer mon émotion, qui n'est pas celle des autres, mais c'est vraiment prendre le temps pour moi-même de voir en quoi la situation me touche, moi individuellement, une autre personne pourrait être touchée différemment. Donc, qu'est-ce que je ressens précisément? Est-ce que c'est plutôt, là, dans un premier temps, de la surprise ou quelque chose me choque? Est-ce que tout de suite, je sens la peur chez moi? Et ça, c'est plus un travail de ressenti fin un jour après l'autre,
qui va m'aider petit à petit à savoir si c'est plutôt une émotion positive, plutôt une émotion négative. Donc, ce qui est mis juste en dessous, c'est est-ce que c'est déjà le premier critère, c'est agréable, désagréable, positive, négative, et après je peux affiner. Donc, dans les négatives sont reconnues la peur, la tristesse et la colère. Et dans les positives, donc c'est plutôt la surprise, joie. La négative, il y a aussi le dégoût. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions sont toutes bonnes. Après, c'est un petit peu comme l'électricité. Il y a le négatif et le positif. Si vous enlevez l'un des deux, il n'y a plus d'énergie. C'est un petit peu la même chose pour nous. Nos émotions, c'est un peu notre GPS dans la vie. Donc, elles nous indiquent par là, pas par là. Mais en fait, elles sont toute une utilité qui me permet de m'orienter au mieux de mon potentiel humain et des expériences que j'ai déjà vécues. Donc, l'objectif là pour intégrer, enfin accueillir ces émotions, c'est vraiment après d'identifier les sensations. Parce que d'une personne à une autre, la peur peut ne pas être tout à fait ressentie de la même façon. Certaines, c'est une boule dans la gorge, d'autres, ce sera dans le ventre. Mais l'objectif, c'est d'accueillir ce qui se passe chez moi. Et puis, essayer d'évaluer l'intensité du ressenti. C'est-à-dire que là, est-ce que c'est une colère à 10 ou est-ce que là, par rapport à un événement précédent, je suis plutôt sur une colère à 4-5. L'objectif, c'est plus je vais entraîner mon système nerveux, en particulier mon cortex préfrontal, à être en présence de moi-même et de ce qui se passe à l'intérieur de moi à un niveau plus... comme je l'ai dit, c'est inné, hein, nos émotions. Donc, c'est quelque chose de réflexe. Donc, plus je vais être en conscience de ce que ça, c'est ça, ça, c'est ça, plus je pourrai mieux m'adapter aux situations telles que je les traverse et telles que je les interprète. Donc, je vais poursuivre sur donc ce que j'ai précisé en amont, c'est-à-dire pouvoir accueillir son émotion dans le calme, parce que parfois, effectivement, si je ne suis pas dans un environnement suffisamment calme, je vais avoir tendance à réagir très rapidement et parfois à dire non, non, ça va, je ne suis pas en colère, non, non, ça va. Alors que là, je suis en train de justifier auprès d'un autre l'émotion et donc potentiellement je coupe. Donc je ne vais pas au bout de l'accueil de mon émotion. Donc c'est pour ça qu'il est plutôt recommandé, si vous le pouvez, de marquer une pause pour pouvoir accueillir cette émotion. Donc nous, avec empathie ou là en l'occurrence avec auto-empathie, c'est-à-dire que moi-même je vais prendre le temps de m'offrir de la bienveillance et de m'offrir de l'empathie pour juste accueillir une sensation. Donc là, il n'y a pas de jugement, c'est pas bon ou pas bon d'être en colère, c'est pas bon ou pas bon d'avoir peur, c'est un fait. Il se passe quelque chose dans mon corps que j'accueille, parce que mon cortex préfrontal, lui, n'est pas la zone où il y a des émotions, mais c'est une zone qui peut accueillir ça chez moi sans me défendre par rapport à l'extérieur. Et cet accueil et le fait d'être présent à moi-même, normalement, ça va me permettre d'apaiser l'intensité de l'émotion. C'est-à-dire que petit à petit, c'est comme si cette partie plus réactive de moi-même se sent accueillie par moi-même et donc peut commencer à intégrer et donc à accepter ces réactions physiologiques sans pour autant s'en défendre ou les justifier ou les rationaliser. Donc, si nécessaire, alors on a montré sur une réaction émotionnelle, en moyenne, entre le moment de l'impact, pendant 10-12 minutes en moyenne, l'intensité dans mon corps peut augmenter et ensuite elle va diminuer. Et si je reste présent à moi-même et que j'accueille, en moyenne, au bout de 30 minutes, mon état émotionnel est revenu à l'état du départ. Donc, si besoin, si j'ai envie de faire en sorte que ça s'accélère un petit peu ce processus-là ou que je peux le faire, l'objectif, c'est d'aider mon corps, via la respiration, à essayer de retourner à l'équilibre, en particulier sur la peur ou la colère, puisque mon corps va avoir tendance à vouloir se défendre ou se sauver. Donc, deux réactions qui sont peut-être pas aussi adaptées que je le souhaiterais à la situation. Donc, les respirations abdominales vont me permettre de faire rentrer plus d'oxygène et donc d'aider mon corps à ne pas partir dans ces systèmes ou ces mécanismes de défense ou de protection qui peuvent être excessifs par rapport peut-être à un mail ou un SMS ou quelque chose que j'ai reçu qui fait que physiquement, je suis en sécurité. Et donc, je vais plutôt là maintenant aider mon corps émotionnellement à intégrer la charge émotionnelle de l'événement.
Donc voilà, il y a tout ce qui va être étirement pour éviter, puisque dans ces moments-là, souvent nos muscles vont avoir tendance à se tendre pour soit se battre, soit s'enfuir. Donc là aussi, je vais pouvoir aider mon corps à se détendre, faire quelques pas. Et là, ce que je fais, c'est que donc, je ne réagis surtout pas. C'est pour ça que vous avez réagi avec une parenthèse. L'objectif, c'est de dire que pour ne pas réagir, j'ai intérêt à petit déployer ces techniques pour m'aider à me sécuriser et à avoir une réponse plus adaptée à la situation. Donc, Sinon, on a une question dans le chat qui dit cela fait 2 jours qu'un événement me met en colère, malgré des respirations et des sorties, que faire? alors là, peut-être selon la situation, l'objectif, c'est de vraiment ressentir et peut-être que cette colère, elle amène des pensées qui alimentent la colère. Donc là, effectivement, c'est à chaque fois qu'il y a la sensation, c'est autant que possible essayer de sentir et vraiment rester que dans la sensation. Mais peut-être que par rapport à la situation qui est présentée, là, ça peut nécessiter un accompagnement externe pour que quelqu'un aide à comprendre ce qui déclenche la réaction de colère et qui dure dans le temps. En fait, c'est qu'il doit y avoir soit un mécanisme de pensée, peut-être un jugement de moi-même ou de quelqu'un qui alimente la colère. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu au-delà de ce que nous proposons là, c'est-à-dire sur vraiment l'instant. Mais à chaque fois, par contre, que la colère monte, c'est essayer de rester autant que possible. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, ça pouvait durer jusqu'à 30 minutes. C'est vraiment prendre un temps suffisant pour accueillir cette colère et que la réaction physiologique et essayer de la laisser s'intégrer pour après seulement commencer à penser au problème et chercher le besoin. Il faut que je sois pas trop rapide sur la recherche de solutions à mon problème et de besoins et que je prenne vraiment le temps de sentir. Donc là, par exemple, sur l'exemple, si je vais poursuivre, je me sens en colère ou je me sens triste. Derrière, c'est des exemples, hein, ce n'est pas exhaustif. Ça peut être certains de mes valeurs qui ne sont pas respectées et donc c'est des besoins que je vais chercher à restaurer. Donc, entre parenthèses, il peut y avoir le réconfort, un câlin, proximité physique, le respect, l'écoute ou la justice. Hop. Donc, je vais passer au point donc, sur pratiquer l'intelligence émotionnelle. Donc, vraiment, je rappelle que s'observer, s'écouter, c'est 2 phases très importantes pour pouvoir identifier le plus correctement possible mes besoins et sentir si ma façon de répondre est adaptée à la situation. Et éventuellement, donc c'est vraiment une boucle que je vais faire, puisqu'effectivement, peut-être là, pour la personne qui a posé la question, si ma colère revient, ça veut dire qu'il reste toujours quelque chose à intégrer et quelque chose qui n'est une solution, une situation qui n'est pas réglée pour moi. Donc d'abord, je vais chercher à savoir quel événement déclenche la réaction chez moi ou l'envie de réagir ou de m'exprimer. Est-ce que c'est quand je vois quelque chose? Est-ce que c'est quand j'entends quelque chose? Est-ce que c'est quand je suis témoin de quelque chose? Quels sentiments ou émotions sont éveillés en moi? Donc là, c'est est-ce que je me sens plutôt en colère? Est-ce que je me sens en colère contre qui? Contre quoi? Quels besoins ces sentiments, je peux les rattacher? Est-ce que c'est parce que moi j'ai besoin de me sentir en sécurité? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin qu'on me donne des informations pour que je puisse mieux me positionner? Est-ce que voilà, c'est ce type de situation que je vais chercher à appréhender pour essayer d'y répondre de la façon la plus ajustée possible. Donc, quelles actions spécifiques je souhaite accomplir une fois que j'ai pris ce temps-là de bien ressentir. J'insiste beaucoup, mais c'est vraiment important parce que parfois, dans un monde qui va vite, on a tendance à vouloir vite identifier sans prendre le temps de bien sentir. Et donc, parfois, on fait des erreurs ou des biais cognitifs, qu'on a. C'est-à-dire que vous allez... c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus fin. Il peut y avoir d'ailleurs des mélanges, hein, colère, peur, mais c'est prendre bien le temps de sentir pour bien distinguer et répondre de la façon la plus adaptée. Donc là, je vous recommande vraiment, si vous avez l'occasion, de regarder, même il y a des vidéos sur YouTube sur la communication donc, non violente. Donc c'est Marshall Rosenberg, peut-être vous êtes nombreux à en avoir entendu parler, qui est donc un thérapeute qui est beaucoup intervenu dans des médiations, dans des gestions de conflits.
et qui donc utilise un petit peu et parle de deux langues que nous, les humains, nous utilisons, la langue chacal et la langue de la girafe, c'est-à-dire qu'il y a une façon de communiquer qui fait que c'est plus facile de partager et qu'on soit entendu, et puis il y a une façon plus réactive de communiquer qui fait que parfois on va projeter la colère ou enfin, ça sera plus difficile parce que notre façon de demander ne sera pas vraiment une demande, mais plutôt une exigence. Et c'est là où dans l'intelligence émotionnelle, ce sont des demandes qui sont exprimées et après, nos interlocuteurs peuvent ou ne peuvent pas répondre à nos demandes. Donc, si vous avez l'occasion et que vous souhaitez développer vos connaissances et votre pratique sur le sujet, je vous invite aussi, il y a son livre qui s'appelle « Les mots peuvent être des fenêtres comme ils peuvent être des murs ». Donc, effectivement, ils peuvent être dans un mouvement d'ouverture vers les autres ou au contraire, mettre des murs entre moi et les autres parce que dans ma façon de communiquer, l'intelligence émotionnelle est insuffisamment mise en avant. Donc là, ça séquence un petit peu, donc effectivement, mon observation, donc qu'est-ce que j'ai entendu, vu ou compris, comment je me suis sentie, de quoi j'ai besoin, et puis donc la demande que je vais formuler derrière. Donc, qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je veux? Comment je veux me réorienter compte tenu de la situation qui vient de se passer? Donc, il y a ce que moi je souhaite faire et envers qui à qui je vais m'adresser et qui peut m'aider pour régler la situation. Parfois, ce n'est pas la personne qui a provoqué la colère à qui je dois communiquer. Ça peut être un comportement que cette personne-là a fait qui va nécessiter de ma part d'aller en parler à une autre personne pour que la situation puisse évoluer. Par exemple, si plusieurs fois j'ai communiqué avec une même personne et que la personne ne semble pas comprendre ma demande ou en tout cas que je reste en difficulté, il faut que je pense à voir si je peux communiquer cette situation à une autre personne. Je vais passer sur donc la façon d'exprimer ces émotions et celle de pouvoir accueillir celles des autres. Donc là, nous sommes sur les mêmes émotions. Là, l'objectif, c'est plutôt donc dans le côté social, c'est-à-dire comment je me relie à un autre humain pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que j'ai compris de ce qui se passait à l'intérieur de moi et pouvoir le communiquer et inversement, pouvoir accueillir la colère ou les émotions des autres personnes pour essayer de trouver ensemble des façons de répondre à des situations qui peuvent nous déborder émotionnellement. Donc, c'est le même principe pour accueillir ce qui se passe chez l'autre et donc essayer là de partager dans un but de se comprendre, hein, puisque ça, c'est quelque chose qui, comme je l'ai précisé en début, comme c'est des réactions physiologiques, si moi-même, je ne suis pas très au clair de est-ce que c'est de la colère, de la peur et de quoi j'ai besoin, dans ma communication, ça sera difficile de penser que l'autre doit le deviner. Puisque parfois, comme je l'ai dit, j'ai appris à masquer. Donc parfois, pour moi, c'est évident que là, il y a de la colère chez moi ou qu'il y a de la tristesse, mais parfois, il n'y a aucun signe qui fait que l'autre le voit. Il y a même des personnes qui parfois ont appris à masquer et qui, c'est indétectable sur le visage et même dans la façon d'exprimer la situation. Nous, lorsqu'on accompagne parfois des personnes en grande difficulté, elles peuvent avoir tendance à minimiser ou à rire ou mettre une distance sur la situation. Donc là, l'objectif, c'est de vraiment coller le plus possible à la réalité interne pour pouvoir la communiquer et poser des questions à l'autre pour essayer de bien comprendre la situation. Donc là, vous voyez, par exemple, ma demande... Oui. On a une question sur le chat qui nous dit comment réaliser cette démarche quand les émotions sont issues de causes sociétales qui reviennent souvent, et par exemple la crise climatique. Alors là, il y a quelque chose qui nous met en difficulté humainement, c'est vouloir changer une situation sur laquelle je n'ai pas de moyen d'action. C'est-à-dire que là, si ce qui déclenche la colère, c'est que quelqu'un ou d'autres personnes font des choses qui me mettent en colère et que malgré la communication faite, malgré je reste dans la colère parce que je n'ai pas le contrôle sur la situation, c'est d'orienter ma colère pour l'utiliser soit, comme là sur la crise climatique, peut-être pour moi m'améliorer et répondre du mieux possible dans ma zone de pouvoir d'agir. Et ma colère peut potentiellement s'éteindre parce que mon attention
va se refocaliser sur moi et sur ce que je peux faire et où je peux aider pour sensibiliser ou pour aider les personnes à prendre conscience. Parce que sinon, dans l'autre situation, ma colère, c'est moi qui la porte, c'est mon corps qui la porte. Et donc, je me punis moi-même, entre guillemets, de vouloir mentalement changer une situation où je n'ai pas le pouvoir de le faire. Donc, soit après, là, j'ai envie de dire, je peux m'inscrire après dans des mouvements politiques ou choisir des causes ou pour répondre quand même aux besoins que moi, j'ai de me sentir en sécurité sur la Terre. Et puis, effectivement, de voir partout là où moi, je peux avoir une réponse qui fait que je sens que potentiellement, un petit peu comme je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri qui croise l'éléphant et il y a le feu dans la forêt amazonienne et le colibri, avec son petit bec, il amène un petit peu d'eau. Et l'éléphant dit, mais à quoi ça sert? Ça sert à rien. Et le colibri répond, je fais ma part. Donc, voilà. Donc, si chacun fait sa part, peut-être que le monde peut sensiblement s'améliorer. Mais me désoler que les autres ne font pas leur part, ça va créer de la colère chez moi et ça ne me permettra pas de faire évoluer la situation au mieux de ce que moi, je pourrais faire. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, c'est ce que je peux apporter comme élément de compréhension pour des colères qui, effectivement, ne passent pas, puisque mon point d'attention, mon corps n'a pas de contrôle dessus pour aujourd'hui. Je vous propose de continuer. Donc, la proposition de dialogue et de co-construction d'une solution, effectivement, je suis sur de la co-construction. Donc, il faut que je puisse avoir accès à l'autre. Si l'autre ne souhaite pas communiquer avec moi ou refuse la communication, c'est une possibilité avec laquelle je vais devoir composer. C'est-à-dire que moi, je vais faire des demandes, comme je le disais tout à l'heure, mais pour pas aller, il ne faut pas que je m'attende à ce que l'autre satisfasse ma demande. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que ce qui s'exprime ne s'imprime pas. Donc, il faut quand même que j'exprime mon désaccord et mon souhait, ma demande. Mais après, il faut que j'accepte la réponse de l'autre qui peut ne pas aller dans le sens de ce que je voudrais. Donc, dans ces échanges-là, pour que nous puissions nous comprendre, nous, entre humains, c'est comprendre que mes valeurs humaines, normalement, on a à peu près toutes les mêmes. Elles ne sont pas forcément dans le même ordre, et ce qui fait que ça va rendre parfois nos communications ou notre intelligence émotionnelle mise à forte épreuve, parce qu'il va falloir que j'accepte que l'autre puisse avoir un regard très différent sur la vie, voire sur la mort, et donc que je communique pour qu'on puisse se comprendre au mieux et essayer de co-construire des solutions qui nous conviennent à tous. Donc, dans les observations, c'est d'écrire des faits. Des faits, c'est comment je me sens, c'est un fait. Normalement, on ne peut pas vous le discuter. Vous avez des personnes qui disent que vous ne devriez pas vous mettre en colère, ou c'est leur croyance. Ce n'est pas une réalité, puisque ce n'est pas quelque chose sur lequel nous avons du pouvoir. C'est une réaction physiologique, comme j'en ai parlé, les émotions. Donc, si moi, je ressens de la colère face à ce que je viens d'entendre, c'est un fait. En fait. Après, effectivement, dans mes échanges avec les autres, comme je l'ai dit, il faut que je trouve une partie qui accepte d'échanger avec moi. Moi, j'interviens dans des médiations. Si une des parties ferme la communication et ne veut plus échanger, je peux sensibiliser, je peux mettre en œuvre tous les moyens dont je dispose pour essayer de la rassurer, parce que souvent c'est ça qui fait que les personnes vont pouvoir à nouveau accepter de communiquer, ou vont accepter de communiquer sur le fait que je cherche à comprendre et pas à dire que c'est moi qui sais ce que nous devons faire. En fait, donc c'est vraiment ça sur l'intelligence émotionnelle. Je ne suis pas dans un rapport de force et je ne cherche pas à convaincre. Je suis dans un rapport d'être social avec un autre être social et je cherche à ce que nous nous comprenions bien pour éventuellement accepter que nous ne sommes pas d'accord et que nous ne le serons pas. Mais je vais accepter qu'à un moment donné, c'est le libre arbitre de l'autre de fonctionner ou de se comporter d'une façon différente de la mienne et éventuellement, si la situation est vraiment compliquée pour moi, je peux la quitter et mettre fin à la relation si besoin. Donc l'objectif dans ces communications, c'est vraiment parler en jeu et inviter la personne avec laquelle nous sommes en train d'échanger à parler également pour elle-même, donc s'intéresser à elle, comment elle se sent, comment elle interprète la situation, parce que nous percevons une même situation de façon différente. Donc c'est vraiment identifier
les besoins de l'autre. Ça ne veut pas dire que là aussi, je dois répondre aux besoins de l'autre, mais j'essaie de bien comprendre, lui, ce qu'il souhaite. Et là aussi, c'est pas, ça peut me mettre en colère qu'il attende ça de moi. Et je peux ne pas avoir envie de satisfaire sa demande. Pour autant, je cherche à la comprendre. Donc, dans la communication, donc tout à l'heure, plus je prends le temps d'intégrer l'émotion, il faut que je veille que quand je communique au niveau verbal, si je vais être dans un style assertif, c'est quelque chose qui est entre le style passif, c'est-à-dire je dis rien parce que finalement ça ne sert à rien, et le style agressif, tu vas m'écouter maintenant, qui fait que voilà, je vais essayer de me situer moi entre les deux pour être sur vraiment, nous on va dire que c'est le cortex préfrontal qui fait un échange et qui cherche à comprendre une situation et qui essaye de ne pas être dans le jugement ni de l'autre ni de moi. J'accepte qu'il puisse y avoir deux humains qui voient une même situation. Là, vous avez le 6 et le 9 qui, de leur perspective, ne voient pas la même chose et quand ils s'expriment oralement, ont l'impression d'être en opposition. Donc, c'est vraiment clarifié pour qu'à un moment donné, peut-être ces deux personnes se rendent compte que si elles tournent autour du 6, elles pourraient à nouveau voir la même chose et donc être d'accord sur leur perception. Donc, je poursuis sur le fait que donc il y a la communication. Alors, ce qu'on appelle communication non violente, c'est vraiment la communication dans laquelle je peux affirmer mon point de vue. Donc, j'affirme ce que je pense, il y a ce que je dis et il y a ce que je fais. Donc, je vais essayer de nommer ces différents points sans pour autant chercher à convaincre l'autre. Donc là, vous aurez un lien sur le pouvoir de la vulnérabilité, c'est-à-dire que dire que ce que cela réveille chez moi, éventuellement, je peux pleurer en présence d'une autre personne, voilà, parce que je suis en train de lui partager quelque chose qui me tient à cœur. Et inversement, je peux accepter qu'une personne soit en train de pleurer devant moi sans me sentir obligée de vite vouloir arrêter sa réaction émotionnelle, puisque entre guillemets, je l'empêcherai d'accueillir elle-même son émotion jusqu'au bout si moi-même je m'inquiète ou j'ai une anxiété exagérée par rapport à la réaction émotionnelle de la personne qui est en face de moi. Ce que je vais chercher plutôt à comprendre, c'est qu'est-ce qui provoque les larmes ou qu'est-ce qui provoque la colère plutôt que contrôler la manifestation émotionnelle. Ça, l'objectif, quand j'arrive à avoir ce type de communication, c'est que ça va renforcer les liens sociaux, c'est-à-dire le fait que l'autre se sente accueilli et accepté avec son humanité, et moi-même pouvoir peut-être en d'autres occasions être plus libre de pouvoir exprimer, et alors physiologiquement ou au moins verbalement, ce qui se passe en moi quand je suis dans ce type de situation. Donc, ça favorise la sécurité affective des uns et des autres. Et donc, ça va favoriser la confiance dans une équipe, dans une famille, dans un groupe d'amis. Et donc, ça favorise un état d'esprit positif au sens constructif. C'est-à-dire que normalement, nous cherchons tous à améliorer notre qualité de vie de là où nous sommes. En tout cas, nous espérons que nos journées seront de mieux en mieux. Donc, je vais passer sur la partie méthode et outils éprouvés. Donc là, on est sur un webinaire d'un format qui fait l'objectif, c'est quand même que vous puissiez repartir dès aujourd'hui avec au moins une méthode et quelques outils éprouvés pour vous aider à mettre en œuvre donc, ces différentes étapes que j'ai abordées. Donc, je vais vous parler, vous êtes peut-être un certain nombre à connaître déjà cette technique validée scientifiquement sur toute la planète qui s'appelle la cohérence cardiaque. Donc, c'est un grand mot pour effectivement aider nos systèmes nerveux. Donc là, la cohérence cardiaque, ça va améliorer en particulier la variabilité de la fréquence cardiaque, qui donc améliore la cohérence entre l'activité cardiaque et l'activité nerveuse. Donc, le système nerveux central humain, c'est nos deux hémisphères cérébraux, le corps calleux au milieu et toute la moelle épinière. Et puis après, vous avez tous les nerfs qui partent et qui captent toutes les informations. Et donc, l'objectif de la cohérence cardiaque,
c'est d'améliorer finalement notre capacité nerveuse et cardiaque à gérer des situations qui nous impactent physiquement, émotionnellement. Donc, l'objectif de cet exercice, les bénéfices, je vous les donne tout de suite, comme ça vous pourrez écouter la technique, c'est la réduction du stress, en particulier par une baisse du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone du stress qui est particulièrement présente lors de phases de stress aigu, c'est-à-dire quelque chose qui vient vraiment déranger mon bien-être, ou lors de phases, si vous êtes dans des situations comme ça, de stress chronique, c'est-à-dire que j'ai du mal à revenir à l'équilibre. Donc, ça permet donc là de baisser de 20% en seulement 5 minutes de pratique. Donc, c'est un exercice pratique qui prend peu de temps et qui peut se faire partout, à peu près. Donc, vous pouvez le faire au bureau, dans les transports en commun. Il n'y a pas besoin d'être en particulier au calme. Il n'y a pas besoin d'une posture particulière. Donc, c'est un exercice de respiration. Et en fait, c'est pendant 5 secondes, j'inspire. Je ne force pas l'inspiration, j'inspire normalement. Si j'ai une respiration assez courte, je peux commencer par 3 ou 4 secondes au départ, mais en tout cas, ce que je veille à faire, c'est que le temps d'inspiration soit exactement le temps d'expiration. Et l'objectif à atteindre, pour être au mieux de ce que peut faire l'exercice de cohérence cardiaque, c'est 5 secondes, j'inspire, et 5 secondes, j'expire. Donc ça, c'est quelque chose qui va aider mon corps à revenir à l'homéostasie de façon volontaire, puisque quand je stresse, ma respiration a tendance à se couper, et donc j'ai tendance à inspirer plus profondément que je souffle. C'est-à-dire je me prépare à me battre ou à m'enfuir, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, l'objectif, c'est que je vais aider mon corps à repasser en mode homéostasie. Je vais le forcer de façon consciente pendant quelques minutes. Donc, si je peux le faire 5 minutes, c'est très bien. Si je dois commencer par 3 minutes, je commence par 3 minutes. Et puis, effectivement, mon objectif, ça peut être de le faire 5 minutes par jour. Et évidemment, si vous pouvez le faire toute l'année, ça vous aidera, puisque ça aidera votre pédale de frein biologique à être plus active que la pédale d'accélérateur. Donc, ça vous aidera à passer plus facilement de la réaction à l'action dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, effectivement, ça aide le cerveau à passer, vous l'avez peut-être entendu là aussi, sur des ondes alpha, qui sont des ondes plus de relaxation. C'est des ondes de bêta quand nous sommes en veille. Mais quand nous fermons les yeux ou que nous prenons un petit temps pour nous, c'est des ondes alpha qui vont avoir lieu dans notre cerveau et qui vont donc nous aider à redescendre émotionnellement si besoin par rapport à un événement qui vient de nous toucher un peu trop fortement. Donc, si vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, c'est parfait, 3 fois par jour. Alors, nous, on dit, si vous voulez mettre en place une nouvelle habitude, c'est d'essayer de le mettre à un endroit où, entre guillemets, c'est confortable et qu'après, ça devienne un petit peu automatique. Il vaut mieux le faire 3 minutes tous les jours, 1 fois par jour, puis passer à 2 fois, puis passer à 3 fois, puis passer à 5 minutes, que de vouloir tout de suite dire dès demain, je vais faire 3 fois 5 minutes et de ne pas tenir le rythme. Il faut que ça ne crée aucun point de friction chez moi quand je veux mettre en place une nouvelle habitude. C'est l'idéal. Et si je peux le lier à quelque chose que je fais déjà, par exemple me laver les dents ou manger ou juste avant manger ou juste après manger, ça sera plus facile pour mon cerveau de l'intégrer dans une routine existante. Donc, je peux le faire à cette occasion-là. Et moi, j'aime bien rappeler que c'est un petit peu comme se laver les dents. C'est tous les jours. Ça ne sert à rien de le faire beaucoup, 14 fois le dimanche, par exemple. Donc, essayez de bien avoir en tête que même un tout petit peu, ça peut paraître pas grand-chose sur les premiers jours. À 6 mois, 1 an ou plus, on a montré que les exercices de cohérence cardiaque, ça pouvait modifier donc structurellement les zones de l'hippocampe et des 2 amygdales qui sont situées dans le cerveau et qui sont donc des zones impliquées sur la gestion du stress et des émotions. Donc, ça m'aidera à améliorer mon équilibre émotionnel et en particulier à avoir une meilleure clarté mentale, en particulier pour bien comprendre mes besoins. Alors, également, une autre technique, donc ça peut être d'écrire. Écrire, c'est quelque chose qui fait que j'engage pas la même zone de mon cerveau. Et donc, dans l'écriture, je vais aider mon cerveau à mettre à distance l'événement potentiellement négatif au sens où ça a réveillé chez moi des émotions négatives. Donc, c'est en particulier pour ces situations-là où ça peut être une aide supplémentaire qui peut m'aider à mieux voir la situation en l'écrivant, parce que déjà, ça va utiliser la zone de mon cerveau qui est plutôt la zone rationnelle et analytique à essayer d'évaluer la situation.
Et puis, dans un deuxième temps, je vais pouvoir lister les options possibles que je pense pouvoir mobiliser pour répondre à la situation. Et donc, en mettant ces solutions, je vais essayer là aussi de sentir ce que ça provoque chez moi. Et donc, sentir si c'est cette option-là que je vais mettre en premier, ou que je vais aller voir cette personne-là, ou je vais dire ça, ou je vais passer cet appel. Et de l'imaginer déjà avant de le faire, ça m'aidera à savoir laquelle option est ma préférée dans l'instant. Voilà, j'ai fini pour ce webinaire en espérant que vous allez être nombreux à pouvoir commencer à améliorer encore votre gestion de la charge émotionnelle. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre intérêt pour ce sujet qui me semble effectivement très important pour faire de ce monde un monde plus agréable. Merci beaucoup, Christine. Avec plaisir. Bonne fin de journée à tous. Ah, il y a une main levée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.